Oui, bonjour à tous. Nous sommes en direct du salon Solutions Ressources Humaines, 19e édition. L'année prochaine, on en parlera. Ça sera le 20e anniversaire. Réunion avec les membres du comité de programme, dont je suis le président. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Armand Angéli, qui représente l'EOA, je ne me trompe pas. Très bien. Hein, et vous avez comme fonction? L'EOA, c'est quoi l'EOA? Ah, l'EOA, c'est en anglais, alors je ne sais pas le dire. C'est l'Association européenne de l'outsourcing. De l'outsourcing. Merci. Outsourcing voulant dire externalisation. Externalisation, vous êtes un spécialiste. Effectivement, donc, si je suis au comité de programme et si je suis invité toujours chaque année, c'est que l'externalisation prend une place de plus en plus importante dans nos métiers. Voilà. Absolument, et on l'a vu dans les conférences qui ont été traitées pendant ces 3 jours. Tout à fait. Donc à côté de vous, Patrick Storey. Alors Patrick Storey... Bonjour Norbert. Bonjour. On se tutoie Patrick dans la vie, et donc dans la vie professionnelle aussi. Il y a des choses qui ne se révèlent pas en public. Alors Patrick, Flexity. Donc, président de Flexity, société de conseil en management des ressources humaines. Voilà. Et puis créateur de RH Info. Fondateur de RH Info, effectivement. C'est une longue histoire, hein. 99. C'est une longue histoire. Ouais, absolument. Et donc Véronique était pas née à l'époque. Et membre du comité de programme depuis longtemps. Depuis longtemps, je pense depuis l'année 2000. Je dirais 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Donc déjà un bail. Absolument. Enfin, Merci 2 bails, pour puisqu'un bail c'est 5 ans, je crois. Donc ça fait 2 beaux. Merci pour cette collaboration. Véronique Montama, Sopra Group, directrice marketing communication au sein de ce groupe. Voilà, oui. Tout à fait, Norbert, bonjour. Bonjour. Voilà, donc avec Norbert, on se connaît depuis longtemps. On va pas oser dire le nombre d'années, hein, ça se calcule plus. Non, on le dit plus. Voilà, donc nous, on est vraiment heureux, Sopra Group, d'accompagner le salon chaque année et de réfléchir avec les membres du comité de programme sur les sujets qui intéressent les DRH aujourd'hui et chaque année. Merci Véronique, on va y venir sur ces sujets. Et puis à côté de moi, j'ai Stéphane Diebold, président du GARF. Oui, bonjour, Stéphane Diebold, donc président du GARF. Le GARF qui est une association des responsables de formation. S'il y a l'outsourcing, nous on est dans l'inside. Donc on voit comment est-ce que fonctionne la formation à l'intérieur des entreprises. Merci Stéphane. Alors, la formation, l'externalisation. La formation, justement, c'est une des fonctions qui est de plus en plus externalisée. Oui. Et ici, il y a aussi e-learning. Exactement. Une grande partie e-learning, Expo. Tout à fait. Le e-learning, c'est aussi une façon de faire par les personnes elles-mêmes la formation. Bien sûr. Donc, c'est une forme d'externalisation. Alors justement, votre appartenance à tous, dites-moi un mot, par exemple, Patrick, un mot sur quel est le rôle du comité de programme ? Le rôle du comité de programme, alors je peux le faire en 2 versions. La première, tout à fait institutionnelle, qui est de s'attaquer et de comprendre ce que sont les conférences qui vont être portées, et d'essayer de mettre un petit peu de cohérence et de vision dans tout ça. Et puis je pense qu'il y a un rôle qui est peut-être moins institutionnel, mais qui consiste à faire en sorte que l'ensemble des participants sur ce salon soient capables d'assister à des vraies conférences. Et donc on a une sorte d'exigence en termes de contenu, c'est-à-dire de mettre un peu la pression sur certains acteurs de manière à ce qu'ils soient véritablement capables d'apporter un discours qui porte quelque chose pour ceux qui viennent les voir. Et je pense que c'est ça l'exigence principale du comité de programme, une exigence de contenu. Bien sûr, parce qu'à côté de ça, il y a les ateliers qui sont réservés pour la présentation d'outils ou de services. Absolument. Et donc les acteurs de ce salon y participent également. Et pour les conférences, donc, on insiste sur les contenus qui répondent à l'actualité des ressources humaines. À l'actualité, puis aux enjeux. On n'est pas forcément obligé d'être dans l'actualité. Oui. L'actualité, il y a l'écume et puis il y a le fond. Hein. Mais je crois que c'est absolument essentiel d'être capable d'apporter de la valeur ajoutée à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire les directions des ressources humaines, et pas simplement se mettre en posture de parler des offres, puisqu'effectivement les ateliers sont faits pour ça. Donc on y apporte aussi beaucoup de témoignages d'entreprises. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Peut-être que pour compléter justement sur la notion de contenu, une des forces de ce comité, c'est bien sûr d'avoir une capacité à réfléchir sur les conférences, ce que beaucoup d'autres salons font, mais d'être capable surtout d'anticiper. Et donc toute la théorie des signaux faibles, on réfléchit ensemble et le principe des signaux faibles, c'est qu'on apporte des signaux, on voit la résonance dans le comité, se dire est-ce que ça nous parle ?
Alors moi j'ai le plaisir chaque fois de découvrir des choses qui me paraissent nouvelles. J'espère apporter aussi une contribution dans ce sens-là. Et puis après on se repose et on se dit comment est-ce qu'on peut donner du sens pour que la conférence soit forte. Et donc beaucoup de conférences sur des sujets importants ont été énoncées avant d'autres parce que justement on est à plusieurs. Au lieu de le présenter tout seul dans sa logique qu'on pourrait faire dans d'autres salons. C'est vraiment cette intelligence collective qui est un plus, me semble-t-il. Alors justement, en matière d'innovation, est-ce qu'il y a des sujets qui sont innovants régulièrement chaque année et particulièrement cette année, qu'est-ce qu'il y a eu ? Bien sûr, là on est dans une révolution numérique, hein, donc effectivement on parle d'innovation, ça va durer encore quelques années bien sûr. Et donc justement ce qui est important dans ce salon, c'est que finalement on offre un moment de respiration à tous les acteurs de la fonction RH qui sortent de leur contexte quotidien du monde de l'entreprise et qui viennent sur ce salon justement pour se poser, réfléchir, on espère à travers les programmes leur donner des informations pour qu'ils puissent revenir dans leur entreprise riche, enrichi en fait de réflexion, de façon à ce qu'ils puissent ensuite aborder leur quotidien avec une valeur ajoutée, justement qui est vraiment la valeur ajoutée que nous recherchons à travers nos conférences. Et vous-même, Sopra Group, vous avez fait une conférence sur quoi ? Nous avons fait une conférence sur la DRH face aux enjeux du numérique. Voilà, effectivement, nous avons effectivement essayé de donner un point d'éclairage sur tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le big data, le nomadisme, le biode, et pour expliquer finalement comment les DRH aujourd'hui finalement doivent réfléchir pour intégrer ces technologies qui, on le sait aujourd'hui, le DRH n'est pas forcément enclin naturellement à aller vers les nouvelles technologies. De par sa fonction, il est plutôt tourné sur l'humain, et donc on se doit aujourd'hui dans ce salon justement de leur donner ce point d'éclairage qui est aujourd'hui un tournant que toutes les entreprises doivent prendre pour s'adapter au monde du numérique. Oui, merci Véronique. Et bien justement, Patrick, la conférence plénière qui a eu lieu donc le premier jour, comme son nom l'indique, donc vous êtes parti aussi sur le numérique et sur le DRH, mais directeur des réseaux humains. Oui, alors effectivement, ça c'était un petit peu le clin d'œil habituel. L'idée était, l'enjeu de cette conférence plénière a été très simple. Essayer de discerner ce qui est véritablement essentiel dans les grandes tendances technologiques du moment, au-delà des fascinations un peu hâtives de certains sur la modernité technologique qui va révolutionner le monde en 3 jours, et de certaines attitudes parfois un peu rétrogrades de ceux qui sont plutôt au contraire craintifs et qui risquent de laisser des trains passer tout simplement, et de se priver d'un levier de transformation essentiel pour les entreprises. Et donc l'enjeu qu'on a essayé de donner à cette conférence plénière, ça a été d'essayer de lire un petit peu ce que sont les invariants de tout cela, de manière à travailler véritablement sur le fond. Et donc on a eu le plaisir avec l'ensemble du comité de programme que chacun puisse apporter sa propre vision, à la fois sur ce que les technologies transforment réellement aujourd'hui, et quels sont, alors tu utilisais le terme signal faible, quels sont les signaux faibles qui sont suffisamment porteurs de sens aujourd'hui et qui annoncent des transformations demain dont les DRH doivent être d'ores et déjà conscients. Voilà. Alors au niveau, Stéphane, de la formation aussi, il y a beaucoup d'innovation, non ? Oui, absolument. En fait, on retrouve toujours la même problématique. Ça tombe bien, ça montre qu'il y a une cohérence entre nous. Et pourtant, on conserve quand même le présentiel, etc., malgré l'arrivée du e-learning. Exactement. Et c'est pour ça, quand on parlait des évolutions du numérique, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans ces sujets-là, le MOOC est très à la mode. Pour montrer un peu l'importance de ce salon, le MOOC, c'est le Massive Open Online Courses, c'est-à-dire les cours en ligne qui sont gratuits. Stanford a fait depuis 2008 un gros effort là-dessus. Donc, il a ouvert le champ. Ça veut dire qu'on peut avoir gratuitement des formations certifiantes en ligne. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que si on a cette formation qui est gratuite, à quoi ça sert de la payer à côté ? Alors sachant qu'on n'a pas forcément la réputation de Stanford. Donc ça pose de vraies questions avec un modèle économique, et on est bien dans le monde de l'entreprise, c'est qu'à un moment on parle business. Et donc dans ce travail-là, on a parlé dans une des conférences, ça fait quelques temps que je suis invité par les soins du comité, on a parlé il y a de ça 4 ans. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, donc on a un peu de retour d'expérience, on a des réflexions, et ça permet justement de réinterroger les organismes de formation, les consultants sur leur façon de fonctionner, pour profiter pleinement du numérique et de ce qu'on appelle des communautés apprenantes. Ce qui est une conception très intéressante et qu'on revoit apparaître en entreprise, puisqu'on a eu la chance aussi de faire une deuxième conférence, donc j'ai été gâté, sur le marketing de la formation. Le marketing de la formation, oui.
Comment vendre la formation à l'intérieur de son entreprise, c'est ça? Comment créer une communauté apprenante, Oui. c'est-à-dire qu'avant même de vendre quelque chose, c'est de créer des gens qui ont quelque chose en commun. Oui, mais Et c'est donc, mobiliser Donc de les mobiliser et la vente devient un produit dérivé. Et donc on ne les a pas uniquement par la vente, mais la vente devient quelque chose de conséquent. Bien sûr. Armand, par contre, l'externalisation, on parle aussi d'internalisation, c'est toujours à la mode, c'est toujours un phénomène qui fonctionne très bien. Alors déjà, je voudrais rappeler un point, c'est que dans le comité, il y a des prestataires, il y a des consultants, mais il y a aussi des DRH. Hein, donc notre comité, il est vraiment multifacette, il est vraiment. Donc, oui. Et l'année prochaine, il y aura des universitaires. Voilà, ah ben, très bien. Donc des penseurs, on en a besoin. Eh bien, alors la question c'est externalisation ou en fait maintenant on abandonne le mot externalisation et on parle finalement de solutions hybrides, à savoir qu'on a une petite dose de choses qui se font à l'extérieur, une dose de choses qui se font à l'intérieur. C'est un peu comme la formation alors. Voilà. Et on ne sait plus si c'est in ou c'est out, et donc on appelle ça maintenant des solutions business hybrides. Voilà. C'est le mot à la mode. Voilà. Voilà. Mais ce qu'on voit aussi, et c'est à peu près le même modèle malgré tout, ce sont les centres de services partagés où on met ensemble les comptables ou ceux qui font la paye pour une région, pour un pays, pour un continent. Voilà. Mais quelque part, à partir du moment où on déplace les gens, c'est un peu le même concept que de l'externalisation. Voilà. D'accord, merci. Et Patrick, RH Info, un petit mot quand même, parce que c'est un moteur, c'est un moteur de communication qui permet donc d'être dans l'actualité, non? RH Info, j'en suis que le fondateur. Hein. Oui. Ça vole de ses propres ailes depuis plusieurs années, grâce à ADP d'ailleurs. Et on peut les en remercier, parce qu'ils ont préservé l'état d'esprit fondateur d'RH Info. RH Info a toujours une philosophie assez simple, c'est dire les ressources humaines telles qu'elles sont, au-delà des modes, au-delà des courants de pensée, au-delà parfois même des idéologies, ce qu'on trouve assez souvent. Enfin, dès qu'on parle de modèles, et notamment de modèles managériaux, on a vite fait de tomber dans les idéologies. Et RH Info a toujours eu cette posture fondatrice, qui était un peu l'esprit de Canal+ à une époque d'ailleurs, et qui garde encore dans certains cas. Les ressources humaines telles qu'elles sont, avec des apports. Alors tu disais que les universitaires sont des penseurs, donc sous-entendu les autres n'en sont pas. Mais on essaye quand même. On essaie, modestement. On non mais vous l'êtes aussi, mais c'est un plus. Oui, mais mal. Et donc pour la petite histoire, RH Info par exemple a accueilli il y a plus de 10 ans quelqu'un comme Maurice Thévenet qui, je crois, a écrit un texte par mois sans en rater un depuis 1999. Et la force d'RH Info, c'est ça, c'est un esprit de communauté, c'est-à-dire que lorsque les gens sont portés par un intérêt commun, qui transcende un petit peu les petits intérêts individuels du moment, mais c'est-à-dire l'idée de porter quelque chose avec des convictions, et ben tout d'un coup ça crée un mouvement communautaire qui est réel, et je crois qu'aujourd'hui ça doit faire 33 000 abonnés. Donc c'est une aventure que je suis encore de façon très affective, et je suis très heureux de voir que ça continue à porter ses fruits. Mais on parle aussi de beaucoup de gestion des talents, hein, de performance à ce niveau-là. Comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on en parle tant? Vous devenez aussi conseil à ce niveau-là, même quand on est éditeur de logiciels? De toute façon, aujourd'hui, les éditeurs ne sont pas que des fournisseurs de solutions. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas la conception du tout de Sopra Group. Hein. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d'outils informatiques, mais pour répondre à un besoin. Donc, on est bien un correspondant du DRH pour l'accompagner dans la mise en place de solutions pour servir la stratégie RH de l'entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion des talents, mais ça, c'est le cœur aujourd'hui de développement et de préoccupation de toutes les entreprises. Savoir recruter les bonnes personnes qui vont servir le business de l'entreprise, savoir identifier les parcours de progression, les bonnes formations, savoir garder les talents dans l'entreprise. Et donc tout ça, effectivement, c'est l'enjeu de demain des DRH, hein, de façon à pouvoir justement garder une entreprise compétitive et qui emploie les bons collaborateurs pour les bons usages. Voilà, donc ça c'est vraiment tous les enjeux. Des buts de performance et puis en créant une communauté aussi. Alors bien sûr, et là effectivement on passe par tout ce que tu disais Stéphane sur toutes les communautés. Aujourd'hui un collaborateur dans une entreprise, il appartient à une communauté, il est géré en tant que contributeur aussi de l'entreprise et donc il attend aussi de l'information et une gestion par rapport à la valeur ajoutée qu'il apporte lui-même à l'entreprise. Donc on est vraiment aujourd'hui sur l'individualisation.
Donc le DRH se doit de porter un regard attentif à chaque collaborateur, par chaque individu. Et chaque collaborateur aujourd'hui attend une réponse qui lui est personnelle, aussi bien en termes de parcours de progression, de mobilité, de formation. Donc on est vraiment dans cette évolution où on ne travaille plus sur des populations de fonctions ou d'emplois ou de catégories professionnelles, mais on travaille sur l'humain, sur l'individu. Bien sûr. Justement, en travaillant sur l'individu et en parlant de communauté, est-ce que chaque individu peut s'intégrer facilement? Parce qu'on parle beaucoup aussi de stress dans les entreprises, de gestion du stress, de risques psychosociaux. Alors si je dis non, c'est pas bon. Alors je vais dire oui, tout le monde peut s'intégrer, comme ça on regarde sur du côté positif de la démarche. L'idée c'est ça. Aujourd'hui l'entreprise évolue, on parle d'entreprise liquide, etc. Donc ça veut dire que l'entreprise change de nature. On n'a pas forcément de solution magique. Le numérique, les communautés sont des mots, derrière il faut les faire vivre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les laboratoires. Nous on a le GARF Lab, mais où on a testé des choses, on parle de médias, on a une web télé qu'on a mis en lumière, donc ce sont nos membres qui la créent, de façon à ce qu'ils comprennent, donc c'est une télévision apprenante, c'est-à-dire qu'en fait on crée une télévision sur la formation. Donc ça veut dire qu'on a des contenus, etc. Mais c'est surtout nos membres qui voient comment est-ce qu'on construit. Et donc petit à petit, on apprend sur le modèle des Fab Labs, c'est-à-dire qu'on apprend à faire ensemble. Et finalement, en apprenant, on est dans l'âge du fer, disait Philippe Muret. C'est-à-dire qu'on est dans le bidouillage, on tente des choses. Et aujourd'hui, par ces signaux faibles, on est dans la production. Et c'est ça qui me paraît particulièrement intéressant. Et ici, on a à la fois la chance de pouvoir en discuter, puisque c'est vrai qu'il y a des universitaires qui pensent bien. Mais ça veut dire aussi qu'à force de trop penser, on est dans le il faut, on doit, alors qu'à un moment, il faut réaliser, l'entreprise a cet impératif, il faut que ça marche. Et c'est ça notre retour aussi. Je pense que c'est une tendance qui va très loin, puisque je pense que l'un des principaux constats qu'on fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est l'appel et l'utilisation systématique de modèles touche ses limites. Tu reprends le bouquin de Gary Hamel, de Mintzberg, il dit voilà, les modèles managériaux sont morts. Et au fond des choses, on peut se dire que finalement, c'est la question du discernement des individus qui redevient centrale. En un mot, c'est l'autonomie, c'est la question de l'autonomie qui est en jeu. Et il y a quelque chose d'extraordinairement intéressant là-dedans, parce que ça va passer par effectivement l'expérimentation et le jeu de l'essai-erreur dans un univers finalement qui est de moins en moins prévisible. Donc c'est assez naturel qu'on ne s'appuie pas sur la courbe d'expérience, mais qu'on tente des choses. Et comme en situation complexe, on ne peut plus faire appel à des modèles tout faits, que ce soit des modèles plus productivistes ou au contraire innovants, parce que l'entreprise liquide, ça va bien dans une start-up californienne. À mettre dans un univers industriel, c'est plus difficile, mais certains y arrivent. Ce qui prouve que ce n'est pas simplement des concepts, mais des réalités opérationnelles réelles. Mais celle-ci repose sur la capacité des individus à les mettre en œuvre. Et donc le champ d'expérimentation, de ce point de vue-là, il est considérable dans les entreprises. Exactement. Et quand on parle d'autonomie, c'est là où effectivement il y a des réflexions. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait une autonomie de l'individu. Donc c'est en question, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autonomie, est-ce que c'est l'individu qui détermine ses propres règles, autonomie. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a un nouvel individu qui émerge, qui soit collectif. Et donc il y a une identité plurielle. Et donc c'est comment est-ce qu'on recrée une culture collective. Et c'est là où il faut des intermédiaires, des passeurs. C'est ça l'entreprise liquide qui est magique, c'est qu'on réinterroge les managements, entre autres, toute la ligne hiérarchique. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui il faut des lieux avec des passeurs, des gens qui font ça. Et il me semble que l'entreprise est un lieu assez extraordinaire pour redonner du sens à la vie. Parce qu'effectivement, on a forcément une aventure collective, etc. Et c'est ça qu'on retrouve. Et c'est pour ça que les ressources humaines, aujourd'hui, plus que jamais... Alors, je sais qu'Éric Verhaeghe a écrit un ouvrage, un article assez sympa, en son cas assez transgressif, et ça le mérite au moins d'être clair, en prenant la fin des ressources humaines, avec le 2.0. C'est vrai que j'imagine que c'était dans son esprit à la fin des ressources humaines à l'ancienne, mais garder cet esprit de créer une culture de la compétition de l'ensemble, ça reste aujourd'hui au cœur des communautés. Ouais. Ah mais c'est intéressant ce que vous dites, et pourtant, et moi je vais revenir sur ce qui m'intéresse, c'est l'aspect externalisation, mais je ne vais pas employer ce mot. Il y a une étude récente qui indique, je crois, que les collaborateurs passent au moins 2 jours par mois sur Internet pour leurs besoins propres. C'est 2 jours, je crois. Oui, oui. Et alors là, on est en train de parler de communauté, etc. Mais maintenant, la communauté, il faut intégrer le monde extérieur. Et comment ramener justement les collaborateurs. Vie privée, vie professionnelle. Voilà. Et ça, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on parle plus d'écosystème, donc ouvert, justement pour pouvoir intégrer l'extérieur et cristalliser à l'intérieur complètement. Et si on ne rend pas un bon service, il est facile pour un collaborateur d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et finalement de benchmarker. Donc attention. Et est-ce que donc les dirigeants et notamment les DRH sont à l'écoute un peu du bien-être de l'entreprise que tout le monde exige maintenant?
Bon, les DRH, c'est effectivement aujourd'hui se questionnent, ça c'est sûr, se questionnent. On peut dire qu'ils sont, on le voit aujourd'hui dans la fréquentation de ce salon. Hein, donc les DRH viennent aux conférences, donc ils sont intéressés par ces sujets. Hein. Ils sont vraiment dans la position d'écoute. Hein. Je pense que vraiment ils prennent conscience en fait qu'il y a effectivement. Ils mesurent le climat social. Il y a des outils pour ça. Sur le climat social, bon, aujourd'hui, si vous voulez, on parle plutôt de e-réputation dans l'entreprise, qui fait qu'effectivement, on est dans un monde tout à fait poreux. Il y a une porosité entre les informations qui étaient aujourd'hui détenues par l'informatique, l'informatique de l'entreprise, qui était sécurisée. Et puis, avec le développement du numérique, des réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une porosité. Et donc, toutes les informations, notamment pour mesurer le climat social, c'est-à-dire ce que pense un collaborateur de son employeur, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des informations qui sortent de l'entreprise, qui sont diffusées dans les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs tout le questionnement aujourd'hui de cette e-réputation et qui a donné naissance à un nouveau métier, qui sont les community managers, qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience et la naissance en fait de ce métier d'observateur, d'animateur de réseau, d'animateur de l'image que donne l'entreprise à l'extérieur, de façon à pouvoir effectivement transmettre les valeurs de l'entreprise à des futurs embauchés, mais aussi mesurer finalement tout ce qui se dit dans l'entreprise par les collaborateurs et qui sortent aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux. Bien. Alors, pour en terminer, justement, comment va-t-on préparer ce fameux comité de programme à l'occasion du 20e anniversaire du Salon Solutions Ressources Humaines? Patrick et puis Armand, et bien sûr, vous êtes tous concernés. On va le préparer dans la bonne humeur. Oui. En accueillant des universitaires donc, qui pensent. Et quels sont les sujets? Comme je crois savoir quel est l'universitaire dont tu parles, ça me permettra de lui faire quelques boutades, mais effectivement c'est quelqu'un de très bien, c'est super. Je pense qu'on va travailler dans le même état d'esprit que celui qu'on a toujours eu. Bien sûr. Parce que je pense qu'il est fondé sur un certain nombre de valeurs partagées. Est-ce qu'il y a des thématiques qui émergent encore plus maintenant? Il y a des thématiques qui émergeront, mais en même temps, c'est pas forcément parce qu'il y a des thématiques qui émergent qu'il faut se précipiter dessus. Je pense que justement, l'intérêt du comité, c'est de faire ce que tu as dit, être capable d'identifier des signaux faibles de manière à pouvoir avoir une attitude un peu anticipatrice et au demeurant, ne pas céder aveuglément à toute forme de modernité au nom du fait que c'est moderne. Je pense que c'est pas notre rôle. C'est au contraire d'être capable d'identifier ce qui est porteur de sens et ce qui ne l'est pas. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on va fonctionner comme toutes les autres années, chacun apportant son éclairage, sa vision du marché, sa vision de ses clients, de son rôle d'observatoire, etc. De manière à ce qu'on puisse poser ça sur la table et ensuite de faire un peu le tri avec en plus la puissance de pensée des universitaires. Bien sûr. Et donc on n'oubliera pas non plus de remercier tous les acteurs qui sont là depuis 20 ans, qui sont d'une grande fidélité. Oui, je pense que il ne faut pas oublier aussi que ce salon tient depuis effectivement des années et qu'il y a des acteurs qui sont des gros piliers, c'est les grands acteurs généralistes du marché que tout le monde connaît et qui ont fait preuve de fidélité. Donc je trouve que ça mérite d'être signalé. Voilà. Un petit mot de conclusion, Armand. Sans oublier que le salon est maintenant délocalisé une fois par an maintenant à Lyon. Bien sûr. Et je dirais qu'il faudrait aller même plus loin. Il faudrait essayer de voir un peu ce qui se passe à l'étranger. Et peut-être réfléchir, parce que je vois par exemple des prestataires qui sont ici maintenant, qui étaient sur des grands salons à l'étranger il y a 2-3 ans et qui arrivent maintenant en France. Donc essayons, puisqu'on dit qu'on veut être à la pointe de ce qui se passe, essayons justement de réfléchir comment on peut aller prendre la science à l'étranger pour préparer nos membres. Exactement. Un petit mot de conclusion, Véronique. Bon, moi, je dirais que ce salon, en fait, c'est le rendez-vous incontournable. C'est le grand rendez-vous qui annonce donc le début d'année. On a l'habitude maintenant, tous les offreurs de solutions, enfin la plupart des offreurs de solutions, d'attendre le salon pour préparer des annonces. Donc ça veut vraiment dire que finalement, c'est vraiment intégré dans le tout un chacun. Et donc les DRH attendent aussi finalement ce salon pour venir et finalement faire la synthèse de ce qui bouge pour rester dans l'air du temps et réfléchir sur les nouvelles évolutions de leur métier et des solutions.
Merci Véronique. Et puis pour ajouter aussi que comment est-ce qu'on va travailler ensemble, donc j'aime bien comme d'hab l'approche, mais c'est aussi le fait que pour qu'on ait des talents réunis, il faut qu'il y ait un animateur et qu'il y ait un community manager, et donc quelqu'un qui puisse donner du sens à tout ça. Et donc grâce à toi Norbert, finalement on arrive à avoir une continuité dans le temps, et très sincèrement c'est comme ça qu'on va réussir à faire le prochain salon avec brio. Merci. C'est très gentil à vous. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous dis à l'an prochain pour les 20 ans. Merci Armand. Merci Patrick. Merci Véronique. Et merci Stéphane. À bientôt. Et donc, c'est quelle date? 18 au 20 mars prochain, donc 2014. Et n'oubliez pas la deuxième édition de Lyon, les 26 et 27 novembre 2013 cette fois. Merci.